Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la BMW R 1150 GS de 2000. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui je peux encore tester une machine grâce à un abonné qui est venu de nouveau de Belgique. Il y a maintenant quand même pas mal de gens qui viennent de là-bas pour me prêter les machines. Ça me surprend toujours autant. Merci à tous ceux qui me suivent de Belgique et à ceux qui se déplacent pour me prêter des machines. C'est super sympa. Bon les amis, vous connaissez forcément la gamme BMW GS, vu qu'il s'agit d'une gamme de motos extrêmement populaire à l'heure actuelle. Mais cette gamme n'est pas d'hier. Et aujourd'hui, je teste une machine qui est maintenant un peu ancienne. Elle a plus de 20 ans. La 1150 GS, qui était bien sûr la machine vendue avant la R 1200 GS, que j'ai déjà pu tester sur ma chaîne. On retrouve bien sûr une grosse machine, très volumineuse, un gabarit assez pachydermique. Et à l'époque, le look n'était absolument pas sport. C'est encore plus, comment dire, bizarre que les modèles actuellement vendus. Cette machine, comme son nom l'indique, est motorisée par un 1150 cm3, enfin plus exactement un 1130 pour être exact. Il s'agit du fameux bicylindre de chez BMW, donc avec les cylindres opposés. Et cette machine a encore une technologie un peu à l'ancienne, refroidissement air-huile, mais on est quand même sur une motorisation alimentée par injection. Ce moteur développe 85 chevaux et la moto est donnée pour un poids tout plein fait de 250 kg. Mais clairement, avec la débauche d'accessoires qu'il y a actuellement sur la machine, on doit plutôt être entre les 280 voire même 300 kg. Vous la voyez, hein, la moto est extrêmement équipée. Déjà, on a un échappement de chez Akrapovic qui permet d'avoir une sonorité un petit peu plus rauque. Et on a absolument tout ce qui est possible d'avoir sur une machine de ce genre. On a déjà des crash bars hautes et basses. On a un sabot moteur. On a même une extension du sabot moteur au niveau de la béquille centrale. On a une bulle de chez JV un peu plus haute, une extension de cette bulle. Vous avez toute la bagagerie de chez BMW, valise top case. On a même en plus sacoche de réservoir et des petites sacoches latérales. On a une extension pour la béquille et on a aussi des jerrycans qui ont été rajoutés. Donc sur les accessoires, je vais même très certainement en oublier plein car il y en a vraiment trop. D'origine, on a les poignées chauffantes qui était une option BM, mais on n'a pas l'ABS qui était à l'époque uniquement disponible en option. Bon, cette machine est vraiment haute et lourde, et vous voyez que quand je m'arrête du haut de mon mètre 70, je peux toucher d'un seul pied. C'est très difficile pour moi de toucher le sol, alors que la selle est réglable sur deux positions, et actuellement on est bien sûr sur la position la plus basse. Le réservoir est assez large et la selle aussi, ce qui m'écarte un peu les jambes. Et finalement, pour quelqu'un de petit, c'est vraiment pas une moto facile. D'ailleurs, vu sa hauteur, son poids et son gabarit, lorsque je me déplace comme actuellement en ville à faible allure, la moto n'est pas si facile que ça. Bien qu'on ait une position très droite, un très grand guidon et donc que la machine soit relativement manœuvrable, eh bien le poids est tout le temps présent. Et même avec les pneus qui sont dessus, qui sont d'une taille relativement faible, on a une roue en 19 à l'avant en 110 de large et une en 17 à l'arrière en 150, donc une taille relativement faible, eh bien c'est quand même assez difficile à manœuvrer. Il faut anticiper ses déplacements et pas se laisser embarquer par le poids. Au niveau de la prise d'info, vu qu'on est très droit, on arrive assez facilement à vérifier ce qui se passe autour de nous, et ça bien sûr sans lâcher le guidon et sans se pencher. On a deux rétros assez bien placés, ils sont très sur l'extérieur, ce sont ceux d'origine BMW. On voit plutôt bien derrière et on n'a pas vraiment nos bras dans les miroirs, ça c'est plutôt bien. Bon, pour l'instant, en roulant à 50, la machine ne fait pas une sonorité vraiment très mélodieuse. On a beaucoup de petits bruits métalliques,
un peu comme s'il y avait des pièces qui vibraient, qui s'entrechoquaient, et le bruit du moteur est, on va dire, banal. Alors ici j'accélère un petit peu, on est sorti de l'agglomération. Ça reprend efficacement, même sans accélérer beaucoup. Le moteur, une fois de plus, fait très peu de bruit. Forcément, avec une bulle aussi haute, on est quand même assez bien protégé du vent. Mais on a finalement quand même beaucoup d'air sur les bras, sur le torse et même sur les jambes. On n'est pas si bien protégé que le gabarit de la moto pourrait suggérer. L'autre problème que j'ai, c'est je suis beaucoup plus petit que le propriétaire de cette machine, et finalement l'extension de bulle est pile au niveau de mon regard. C'est assez pénible pour rouler, et je pense que vous aussi, au niveau de la caméra, vous devez avoir ça en plein dans le champ de vision. Alors j'arrive maintenant dans le petit virage que je prends habituellement à basse vitesse. Est-ce que ça se manœuvre bien cette machine? Eh bien oui, si on prend le temps de la manœuvrer, ça se passe bien, mais clairement je suis jamais rassuré par le poids de l'ensemble. Comme d'habitude, je m'arrête ici afin de tester l'accélération de cette machine. Donc je rappelle qu'on est sur une moto qui fait actuellement entre 280 et 300 kg, tellement elle est équipée avec en plus les jerrycans et tout, elle est vraiment lourde. Et son moteur est donné pour 85 chevaux. La machine n'est pas équipée de l'ABS et elle n'a d'ailleurs aucune sécurité électronique. C'est vraiment une machine à l'ancienne. La seule partie électronique de cette moto, c'est l'alimentation du carburant. Allez, on est parti. Let's go! Eh bien les amis, ça vibre énormément. Quand on monte dans les tours, on sent les vibrations augmenter graduellement. Et finalement, ce moteur est assez désagréable quand on l'utilise dans les tours. Il fait une sonorité vraiment bizarre. Et on se demande même si on n'est pas en train de marteler la mécanique, si on n'est pas en train de tout détruire. Maintenant, je vais utiliser bien sûr cet espace pour tester le demi-tour. Donc c'est une grosse machine, il faut vraiment que je fasse gaffe. L'angle de braquage est vraiment bon. Par contre, le guidon est énorme et en plus la distance entre moi et le guidon est assez grande aussi. Donc je suis obligé de me pencher complètement afin de maintenir mes mains sur celui-ci. C'est pas forcément facile pour quelqu'un de ma taille. Je maintiens la machine donc à fond. Et finalement, l'angle de braquage est vraiment bon pour une machine de ce gabarit. Mais c'est pas forcément facile à maîtriser. Bon, on est reparti pour une petite accélération. Tout à l'heure, je crois, est arrivé à 100 en deuxième. Et après, on va tenter le freinage, voir comment ça se comporte. Allez, let's go! Maintenant, je ralentis. Frein arrière, ça freine très peu. Frein avant, lui, il freine vraiment bien. Comme souvent sur les BMW, la sensibilité au freinage est vraiment bonne. Et ça même sur des machines anciennes comme celle-ci, qui a plus de 20 ans, ça freine plutôt bien. Le freinage sur cette moto est confié à Brembo. C'est juste dommage que à l'époque, l'ABS n'était disponible qu'en option. Les leviers sur cette machine sont réglables en écartement, aussi bien le frein que l'embrayage. Et d'ailleurs, l'embrayage est à commande hydraulique et non pas par câble. J'arrive maintenant dans un rond-point. Alors forcément, il faut que je me méfie pour ne pas me laisser embarquer par le poids de la machine. Mais en prenant son temps, une fois de plus, ça passe. Alors la boîte de vitesse sur cette machine est un peu rugueuse, dirons-nous. Il faut prendre son temps, faut pas trop la brusquer en termes de vitesse. Et à l'inverse, avec le sélecteur, faut pas hésiter à mettre un peu de force dessus, sinon il se passe rien. Alors si on désire cruiser, économiser un peu de carburant, on peut rouler en 6ème, vous le voyez, à 80. Je suis à un peu moins de 2500 tours, et si je veux réaccélérer,
Ça vibrote un peu, mais ça repart. Alors, bizarrement, sur cette machine, lorsqu'on freine, on a quand même pas mal de transfert de masse vers l'avant, ce qui est inhabituel pour ce genre de machine, vu qu'elle est équipée d'une suspension à l'avant télélever, qui normalement devrait justement faire qu'il n'y a quasiment pas de transfert de masse. Je pense vraiment que là, le système arrive un peu à ses limites, à cause du poids qui est rajouté sur la machine. Sur cette moto, on retrouve les commodos typiques BMW de cette époque-là, donc gris et rouge. Sur la gauche, on a tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi une petite tirette pour le starter, vu que à l'époque, l'injection n'était pas capable de démarrer à froid, il fallait le faire manuellement. Et on a sur la droite démarreur, coupe-circuit, on a aussi les poignées chauffantes et l'allumage des feux qui n'était pas automatique à l'époque. Et bien sûr, on retrouve la bizarrerie typique OBM de cette époque-là, le clignotant en 4 boutons. Donc vous avez un clignotant à gauche pour le mettre à gauche, un à droite pour aller à droite, ça jusque-là c'est assez simple, et vous avez un 3e bouton à droite pour éteindre les clignotants, et ça peu importe lequel vous avez allumé. Et on a même un 4e bouton pour les feux de détresse. Donc, franchement, c'est beaucoup de boutons pour pas grand chose. Au niveau du compteur, c'est assez simple et à l'ancienne. On a 2 gros compteurs à aiguille, un pour la vitesse, l'autre pour le contour. Très lisible, c'est bien dans notre champ de vision. Et on a un tout petit écran à cristaux liquides qui vous donne la température du moteur, la contenance du réservoir, le rapport engagé et une horloge. Alors ici, voyons si le moteur est souple. Je suis à 1500 tours en 2e, ça reprend. Si je passe la 3e à 1500 tours en 30, ça passe. La 4e à 1500 tours, ça passe. 5e à 40 à 1500 tours, ça passe quand même. Franchement, ce moteur pour un gros bicylindre boxer, il est quand même plutôt souple, hein. Finalement, quand on veut cruiser en ville comme je fais actuellement, on peut rester entre 1500 et 2500 tours. C'est plutôt agréable vu que dans ce genre de régime, le moteur fait relativement peu de bruit. Allez, de nouveau, on bascule la machine. Il n'y a pas réellement en fait besoin de mettre énormément d'efforts quand vous voulez bouger la machine. Mais c'est juste en fait que, vu qu'elle est lourde, on a l'impression qu'elle part un peu toute seule. Et c'est ça qui est déstabilisant en fait. On n'a pas une impression de maîtrise totale au début. On a vraiment l'impression que la moto elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est un peu bizarre. Alors je suis actuellement en côte en 3e à 70. J'accélère à fond. Les relances sont plutôt bonnes, mais franchement les vibrations quand on monte dans les tours sont assez désagréables. On n'est pas du tout aux good vibes qu'on peut avoir sur une Harley ou sur certaines Ducat ou autres machines en moteur en V. Là c'est juste des vibrations qui semblent pas normales en fait. Allez, me voilà sur un petit Dodan. À 30-40 déjà, on sent vraiment que les suspensions sont à la peine, elles s'enfoncent énormément. À l'avant, on a le fameux système télélever dont je vous ai déjà parlé. Et oui, ça s'enfonce énormément. À l'arrière, on a un amortisseur plus classique qui est réglable. Mais pareil, alors que je suis tout seul sur la machine, j'ai l'impression que l'amortisseur est déjà un peu à la peine. Alors, me voilà maintenant dans une succession de virages. Voyons comment ça se comporte. Clairement, vu le poids de la machine et sa largeur, je vais pas me permettre de faire vraiment l'idiot. Mais est-ce qu'on se sent au moins en sécurité dans ce genre d'enfilade? Le freinage est plutôt rassurant. Ça se penche finalement assez bien. Mais j'ai toujours cette crainte d'être embarqué par le poids des bagages. Crainte qui n'est pas forcément justifiée, hein. C'est juste que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de machine. On sent bien que le centre de gravité est assez haut à cause des bagages, alors que normalement cette architecture moteur est justement conçue afin de redescendre le centre de gravité au plus bas. Allez, je réaccélère à mon coup. C'est assez efficace, hein, mais on est bien sûr extrêmement loin des performances qu'on pourrait avoir sur ce genre de machine à l'heure actuelle,
sur un modèle récent. Il ne faut pas oublier également que cette machine a une transmission finale assurée par un cardan. Peut-être que lui aussi rend, on dira, la boîte de vitesse un peu plus lente et quelques retours de vibration. Allez, on réaccélère un petit peu. Ouais, avec le temps, on s'habitue au comportement de la machine, à son poids, et on arrive à s'en sortir au final plutôt facilement. Mais j'aimerais pas avoir besoin de la relever, clairement. On va maintenant faire un petit passage sur l'autoroute. Vous en doutez, il n'y a pas de problème pour s'insérer. Là j'arrive environ à 110 et au niveau de la protection, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis bien protégé pour le visage, j'ai vraiment pas d'air. Par contre, au niveau des jambes, du buste et des bras, j'ai quasiment pas de protection. Je vais essayer de faire une relance, donc là je suis en 6ème, j'accélère à fond. Donc 120, 130... ça relance pas mal, alors que j'étais uniquement à environ 4000 tours. Donc vous pouvez rester sur l'autoroute entre 110 et 130 sans faire hurler le moteur et sans avoir trop de vibrations désagréables. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, bien sûr, comme pour le reste, quasiment tout a été accessoirisé. Déjà à l'avant, on retrouve l'optique asymétrique typique OBM de cette époque, mais l'éclairage a été remplacé par du xénon. Les clignotants, eux, sont d'origine, mais les cabochons orange ont été remplacés par des fumées. Et en plus, le propriétaire a rajouté des longues portées LED. Donc je vous le dis, hein, la machine est très accessoirisée. Allez, une dernière petite accélération. Ouais, ces vibrations en régime, ça dissuade tellement. On a l'impression que tout va se démonter, qu'on va perdre la moitié de la moto sur la route. C'est vraiment très bizarre. Pour moi, régime maximum autorisé, 4500. Après, c'est vraiment désagréable. Bon, enfin, je pense que j'ai été assez clair sur la partie dynamique de cette machine. Maintenant, parlons un petit peu de ses aspects pratiques. Donc d'origine, comme la plupart des trails de ce genre, il n'y a quasiment aucun rangement. Vous pouvez bien sûr démonter la selle, mais en dessous, vous arriverez juste sur une surface plate qui permet, si nécessaire, de mettre un bagage et de le sangler. Et en dessous de ça, vous avez quelques outils qui sont fournis par BMW. La selle conducteur peut se démonter également, mais vous arrivez juste sur le réglage de la hauteur de selle et il n'y a pas de compartiment de rangement en dessous des selles. Bien sûr, si vous voulez rouler avec un passager, la moto est parfaitement adaptée pour ça, surtout si, comme aujourd'hui, vous avez le top case qui fera office de dossier. Au niveau pratique, on a sur le côté de la machine une petite prise 12 volts qui peut être utilisée afin de maintenir en charge la batterie et aussi comme dispositif de recharge si vous avez un adaptateur. La consommation de la moto, par contre, c'est vraiment un point faible à l'heure actuelle. Cette moto est donnée pour une consommation on va dire moyenne, aux alentours des 6,5 litres, et le propriétaire me disait qu'on peut facilement monter à 7 litres, 7,5 litres avec cette machine. Le réservoir fait 20 litres, donc on n'a pas une autonomie délirante. Donc finalement, que retenir de cette R1150 GS? Eh bien, c'est pas une mauvaise moto, loin de là, mais je trouve que sa cote d'occasion est disproportionnée par rapport aux prestations que celle-ci est capable de fournir à l'heure actuelle, et surtout quand on compare avec les machines descendantes de celle-ci.
En fait, le prix actuellement est assez élevé justement parce qu'elle a l'aura de cette gamme GS et il y a pas mal de gens qui aimeraient avoir la 1200 ou la 1250 mais qui n'en ont pas forcément les moyens et qui finalement se rabattent sur ce modèle un peu plus ancien afin de retrouver, selon eux, le prestige de la marque et aussi des prestations similaires. Alors le prestige de la marque, vous l'aurez très certainement, par contre les prestations, non. Ça n'a strictement rien à voir avec une R1200 GS récente et encore moins avec une R1250 GS. Actuellement, on peut avoir cette moto sur le marché de l'occasion pour environ 5-6 000 euros, ce qui est relativement cher, surtout qu'en plus ce sont des machines qui sont souvent très kilométrées. Cette moto est réputée fiable au niveau du moteur, mais comme toutes les GS, il y a forcément eu des petits problèmes en début de commercialisation du modèle. Mais donc faites attention, si vous cherchez à en acquérir une, vérifiez bien que tout a été entretenu pile comme il faut. D'ailleurs, si vous possédez cette machine ou si vous l'avez possédée, merci de nous donner votre retour d'expérience afin de savoir quels points sont à surveiller en priorité. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques et de globalement tout ce que je pouvais vous dire sur cette BMW R 1150 GS de 2000. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine d'être venu depuis la Belgique avec cette machine afin que je puisse en faire le test. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye à tous! Finalement, vu le prix que cette 1150 GS coûte encore d'occasion, je pense qu'il y a vraiment des machines plus intéressantes au même tarif d'occasion d'autres marques. On sent vraiment qu'on est sur une machine ancienne au niveau des prestations dynamiques.